carrément manqué de considération au rapport de la CVG. Quand vous allez sur le cas de violation de droits humains et autres, les recommandations de la CVG ont été très claires, que si il y a des cas de torture et autres, il fallait engager la responsabilité des directeurs généraux de la police et de la gendarmerie, parce que ces éléments dépendaient d'eux et ils avaient l'obligation de faire en sorte qu'aucun de leurs éléments ne se livre à de tels actes de torture. Les recommandations étaient faites des gens, rien n'a été fait. Et tous ces gens le font, pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils le font pour l'intérêt de quelqu'un, et ce quelqu'un est toujours content, et la seule façon de montrer sa gratitude, c'est de ne pas les sanctionner, mais c'est plutôt de leur donner des avantages et des promotions. Donc, tout cela nous amène là où aujourd'hui. Donc, si Fonia Singbe ne se réveille pas pour prendre en considération ces choses, il aura beau investir quoi que ce soit dans la communication, payer des billets à Malik Nachaba, à Djourové, à Fang Bedi, et qui je le sais, aux frais du contribuable pour aller se promener sur les plateaux en Europe, ça ne changera rien. Parce que c'est sur le terrain que les choses se font. Les Togolais voient l'injustice sur le terrain. Les Togolais voient l'impunité sur le terrain. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous voulez demander à un jeune d'espérer dans un pays où il voit que ce sont les mauvais seulement qui prospèrent, dans un pays où il voit que ceux qui sont accusés de vol, de détournement sont toujours aux affaires? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut penser construire un Togo comme celui? Quand le gouvernement togolais s'amuse à blasphémer avec des extraits de notre hymne national en disant « Togolais, viens, bâtissons la cité ». On va bâtir la cité comment? Avec qui? Comment? Qui? Avec des gens qui sont plus préoccupés juste par leurs privilèges et intérêts? Non, c'est compliqué. Donc, tout cela doit nous amener à comprendre que ça ne va pas. Et ça, on n'a pas besoin de le raconter à tout le monde. Je disais la dernière fois à quelqu'un, on comprend deux choses. Quand tout à l'heure, tu fais un accident, ou bien tu as un malaise, je ne vais même pas dire un malaise, à Kara, il n'y a aucune structure qui peut t'aider. Eux, peut-être dans la minorité, certains, un ministre même, j'ai appris, s'était fait évacuer par avion à partir de Niantougou. Mais imaginons si l'avion n'était pas disponible le jour-là. On allait aller l'enterrer comme les autres. Donc, comprenons que même si nous sommes proches, il peut y avoir des situations où nous allons tous en pâtir. Et ce n'est pas normal quand vous prenez la santé. Donc, ce n'est pas une affaire de on est contre quelqu'un. Non, on a tous envie d'être bien chez nous. On a tous envie d'être heureux chez nous. Pourquoi est-ce que je vais tomber malade et je vais chercher à ce qu'on m'évacue du Togo quand j'ai au Togo des gens qui sont professeurs titulaires en médecine? Ça veut dire qu'ils ont les mêmes compétences que les gens dans les autres pays. Mais est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont les infrastructures pour pouvoir servir les gens? C'est ça qu'on recherche. Quand vous prenez... On parle aujourd'hui de la route. Quand on n'a pas de route pratiquement et qu'on prend tous les risques, ça ne va pas. Ça n'affecte pas que moi seul, ça affecte beaucoup d'entre nous. Quand on parle d'accès aux subventions et autres, ça nous affecte tous. Aujourd'hui, quand vous prenez cette affaire qu'il y a dans la région des Savanes, cette affaire dite terreau, et quand vous prenez ça, analysez, faites des recherches, vous comprendrez que ces situations, on a beau dire que c'est les Occidentaux qui nous veulent du mal ou quoi, soyons sincères, cette situation trouve toujours un terreau fertile dans les endroits où il y a la mauvaise gouvernance, dans les endroits où l'État est absent, ou dans les endroits où les gens ont la perception que l'État est une menace pour le citoyen. Et donc ça veut dire que tout cela, nous sommes concernés. Les impacts sont là-bas. Et si on ne prend pas en considération toutes ces chaînes et que certains croient qu'ils sont à l'abri, nul n'est à l'abri de quoi que ce soit. Donc, c'est tout cela que nous devons considérer et comprendre que ce dont on parle aujourd'hui ne concerne pas directement l'individu, mais c'est un fait. Il y a eu 20 ans, Fonia Singbe a fait un coup d'État le 5 février 2005. Et à partir de ce 5 février 2005 à aujourd'hui, il y a 20 ans révolus. Dans ces 20 ans révolus, posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait réellement?
les quelques travaux qui ont été faits et qu'on a voulu nous blaguer avec des rues, tout ça là, on a vu la qualité de ces travaux, on a vu que ces travaux n'ont pas duré. Alors, on paye des impôts chaque jour, ça va où? Ça sert à quoi? Justement, c'est ça les questions et les préoccupations de beaucoup de citoyens. Mais ce n'est pas parce que X aujourd'hui a un emploi et il est payé avec des misères, je dirais, qu'il va se dire que et puis c'est fini. Non. Donc, on doit comprendre que c'est quelque chose qui va au-delà de tous nos petits et tout ce qui concerne notre nombril. C'est une question globale. Aujourd'hui, moi, je peux en avoir, mais j'ai des frères qui n'ont pas les mêmes conditions que moi. Aujourd'hui, quand on me parle d'hôpital de référence, combien de personnes peuvent aller à Dr Lafayette? Combien on a moyen d'aller? Voilà les questions. Aujourd'hui, quand on parle de questions comme l'assurance maladie universelle, nous avons des impôts, nous avons des... Pourquoi on n'utilise pas cet argent? Et on va chercher 5% du salaire de tous les fonctionnaires pour donner un service qui n'existe même pas. Parce que certains se font prélever, ils n'ont pas leur carte AMU, certains se font prélever, le service qu'on leur donne n'est pas digne d'une assurance, et tout ça, chacun est là à se morfondre dans son coin, au lieu que les Togolais puissent le dire et s'exprimer. Malheureusement, ce que beaucoup ne comprennent pas, on a l'impression que dans notre fonction publique au Togo, c'est elle qui emploie plus de Togolais. Je dis non, nous avons beaucoup de Togolais qui survivent par leurs propres moyens. Nous sommes des métayers, chaque débrouille à gauche, à droite. Au Togo, on a combien de fonctionnaires en réalité face à notre population. Donc ça veut dire que c'est nous qui souffrons, qui permettons aux fonctionnaires même d'être pays. Donc, face à tout ça, il faut qu'on nous donne aussi les moyens de pouvoir vivre heureux et décemment dans notre pays. On ne peut pas être harcelé et qu'on veut en parler, on menace, on arrête les gens. Donc, c'est ça le contexte global dans lequel on est aujourd'hui et c'est ça qui doit attirer l'attention des gens. C'est très grave. Papa Kadidja, dans votre développement, vous faites allusion à la frustration des populations. J'ai deux petits exemples à vous montrer, mais les deux exemples montrent la même chose, vous faites voir la même chose. Le premier exemple, c'est vous qui l'avez montré. Vous êtes allé au CHU et vous avez filmé pour montrer aux populations ce que les malades vivent là-bas et comment les infrastructures au niveau de ce centre hospitalier est. Et bon, au risque de me faire encore signaler, je vais mettre seulement l'audio. Et bon, je vais mettre votre audio. Puis, je vais mettre la deuxième audio. La deuxième audio est très courte. La vôtre est un peu plus longue, mais je vais la couper. Voilà. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, indépendamment de votre position. Papa Kadidja, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo. Alors, aujourd'hui, au lieu de faire une vidéo pour vous montrer ma face avec mon visage rébarbatif, j'ai plutôt voulu mettre ma voix sur des vidéos, des morceaux choisis de deux grandes structures qui sont essentiellement nos centres hospitaliers universitaires, celui de Tokoin et celui communément appelé campus. En français facile, je dirais que ce sont les deux plus grands hôpitaux du Togo. Les deux plus grands hôpitaux du Togo, c'est important de le préciser parce que c'est la référence s'il faut suivre notre structure sanitaire de santé publique, parlant de l'État togolais. Et je veux arrêter aussi la diversion. Quand on parle d'autres structures comme, comment ça s'appelle, c'est Dr Lafayette et autres, d'abord, ce n'est pas, c'est du privé. Je dis c'est du privé d'abord, et ensuite c'est du privé grâce à l'argent des retraités ou des gens qui sont inscrits à la CNSS. C'est leur argent qui a permis de financer, de faire ces structures. Ceci étant clos, je reviens ici. En fait, ce qu'on veut parfois démontrer et ce qu'on veut montrer,
c'est qu'il n'y a rien de personnel quand nous portons des jugements et des critiques. Non. Nous n'avons rien contre les individus pris isolément. Mais nous avons des griefs contre les individus pris isolément vis-à-vis des actes qu'ils posent ou qu'ils ne posent pas. Quand on parle de ces structures de santé, imaginez ce que vous voyez. Imaginez, des fois, la dernière fois, quelqu'un me disait que le syndicat qui survit le plus, c'est le Saint-Faute. Je dis oui, mais non. Pourquoi? Parce que si on est membre du syndicat des personnels hospitaliers du Togo et qu'on ne peut pas revendiquer de meilleures conditions de travail, il y a problème. Parce que l'impression que le Togolais lambda a, les syndicalistes ne se lèvent que pour réclamer leur prime ou leur augmentation salariale. Dès que c'est réglé, le reste, c'est comme si les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent de l'intérêt public. Chacun se bat pour son intérêt privé. Et malheureusement, c'est la perception que nous avons de nos syndicats, y compris celui du personnel hospitalier. Parce que quand vous voyez tout ça, comment est-ce qu'un médecin peut accepter que des patients rentrent dans ça? Comment est-ce qu'un médecin peut accepter que de telles choses soient là, dans la mesure où tout cela même va contribuer à rendre malades les gens avant qu'ils ne quittent l'hôpital? On vient à l'hôpital pour guérir, non pas pour prendre d'autres maladies et partir. Même si on dit la guérison, le médecin aura beau faire son travail, mais le patient qui est venu, quand il va voir tout ça là, comment est-ce qu'il peut avoir le courage de rester ou d'espérer guérir dans un tel environnement? Le seul... Bien, j'arrête cette vidéo, je vous mets la deuxième. C'est vraiment triste. Bien, écoutez ce jeune homme, écoutez-le très bien. Actuellement, je suis au CHU Campus de Lomé. Heureusement, ils sont en chantier pour certains bâtiments. Dieu merci. Et par malheur chez nous, mon oncle, l'enfant de mon oncle est tombé dans une fosse de 3 mètres et quelques. Nous avons amené l'enfant ici. Arrivé après les sérums, on nous envoie au scanner pour voir si l'enfant n'est pas cassé quelque part, tout le corps quoi, c'est normal. On va au scanner, on finit le scanner, ils nous disent que celui qui doit interpréter le scanner, que la personne n'est pas là. Donc, 8 jours après, on doit revenir 8 jours après. On nous donne rendez-vous 8 jours après. C'est le bâtiment du scanner que j'ai mis en cours là-bas. 8 jours après. C'est-à-dire, c'est de l'urgence. On ne sait pas si l'enfant est cassé quelque part ou bien il y a fracture, quelque chose comme ça. Vous avez le cœur. Hein. Celui qui doit interpréter le scanner, lui, n'est pas là. C'est 8 jours après, lui va venir. Vous avez le cœur. Hein. Vous avez vraiment un gros cœur. Voilà, donc vous avez écouté le jeune et puis vous êtes écouté votre propre vidéo. Comment les frustrations et les désillusions vécues par les populations influencent-elles leur rapport aux institutions et aux responsables politiques? En fait, c'est difficile, hein, parce que je pense que le simple fait d'imaginer que quelqu'un est malade, mais quand il arrive à l'hôpital, personne ne se préoccupe de son sort. Chacun, c'est-à-dire, il y a un désintérêt total. Quand vous allez sur d'autres affaires, quand on lève cette affaire d'hôpital, prenons l'éducation. Quand vous voyez la plupart des écoles, cet exemple, le lycée du 2 février à Agbalpedo, qu'on a fermé, ça fait déjà 2 ans ou 3 ans pour reconstruire. C'est-à-dire,
quand vous voyez tous ces aspects, vous vous demandez, vous savez, il y a ce qu'on appelle les secteurs clés, c'est-à-dire le social, la santé et le sanitaire, c'est-à-dire il y a des domaines clés où malheureusement rien n'est fait. Et on a l'impression à chaque fois que même quelque chose est fait, on le présente aux gens comme une faveur pour laquelle ils doivent féliciter. Vous avez le dernier ministre, bon, celui qui était le professeur Miziawa, qui était ministre de la Santé. Il a longtemps à nous rabâcher les oreilles avec son affaire de contractualisation. Mais quand vous allez au fond de cette affaire de contractualisation, il n'a contractualisé que les services qui ramenaient de l'argent. Donc en réalité, ils ont sécurisé les sources d'argent dans les hôpitaux en les sous-traitant à d'autres personnes. Mais là où on demande de l'investissement, rien n'est fait. Au point où les gens disent qu'ils ont même préféré investir dans la morgue au CHU Tocoin plutôt que dans l'accueil des patients et autres. Et donc, ça veut dire que tout est à un niveau où on a l'impression que le pouvoir public, les leviers publics ne servent qu'à servir des intérêts particuliers. Ce n'est plus un système adressé ou en réponse aux besoins ou aux préoccupations réelles des populations. Et ça, c'est nous qui sommes à Lomé et nous plaignons, nous qui peut-être sommes encore plus proches de ces grands centres de santé. Imaginez ceux qui sont loin de Lomé, ceux qui sont dans des unités de soins primaires où même l'aspirine, entre guillemets, n'est pas gratuite, ou pratiquement rien n'est gratuit. Donc, tout cela fait aujourd'hui que le Togolais arrive à un niveau où chacun se dit, bon, moi aussi, si je trouve pour moi, je prends, c'est tout, et je pars. Et comme conséquence, quand aujourd'hui, vous avez une responsabilité, le seul conseil que présumé conseil, parce que ce n'est pas un conseil, le seul présumé conseil que vos proches vous donneront, c'est de profiter en même temps de là où vous êtes là pour pouvoir aussi faire des réalisations. C'est-à-dire facturer, détourner les produits. Bref, c'est dans ça que tous les Togolais sont arrivés aujourd'hui parce que la crise de confiance est là. Personne ne croit plus en quoi que ce soit. Même quand aujourd'hui tu te bats ou tu veux donner le rêve ou l'espoir à un Togolais, il pense que toi aussi tu fais juste ton bruit pour pouvoir trouver ta part quelque part et le laisser en cours de route. Et donc c'est à ça qu'on est arrivé aujourd'hui, au point où même quand vous prenez tous les services à la base, y compris les mairies et autres, personne n'a plus confiance en cela. Malgré tout ce qu'on a beau dire, les Togolais ont vu les maires durant les 6 dernières années. Et en dehors des taxes qu'ils ont plus collectées, beaucoup de Togolais ne sont pas capables de vous dire qu'ils ont ressenti la valeur ajoutée de la présence. Bien sûr, dans certaines mairies, vous diront qu'elles ont fait la différence, mais sur le fond, vous verrez que les Togolais n'ont rien de tangible vis-à-vis de tous ces acteurs-là. Et quand on voit que malgré tout, aujourd'hui, on a une pression fiscale accrue qui continue. Vous prenez cette affaire de Cash Power. Peut-être que beaucoup ne le disent pas. Entre-temps, on nous a dit qu'ils ont fait un retour en arrière sur les nouveaux tarifs. En tout cas, moi, mon compteur a changé de facturation. Je ne fais que payer plus. Donc, je suis parvenu à la conclusion que les tarifs, nouveaux tarifs sont appliqués. Sauf qu'on ne nous le dit pas et on le subit. Et il en sera de même pour beaucoup d'autres produits. Donc, aujourd'hui, il est clair, les tarifs de la CET ont changé. Et donc, quand vous comprenez que dans d'autres pays, l'électricité n'est plus un luxe. C'est-à-dire, comme on le dit aujourd'hui, Internet, électricité, eau, ce n'est pas un luxe. C'est quelque chose qui doit être accessible, disponible à tout le monde. Et quand on le dit aussi, c'est parce qu'on a eu la chance d'aller dans d'autres pays. Moi, je ne veux même pas parler de ceux qui sont dans les pays occidentaux. Je veux parler de d'autres pays africains où
vous le faites. Moi, j'ai vécu dans un pays où ma famille était là, tout ça, mais à la fin du mois, ce qu'on payait pour l'eau ne dépassait pas l'équivalent de 3 000 francs CFA au Togo. Donc, vous comprenez. Ça veut dire que, oui, ça veut dire que le service, il est là, il doit être accessible aux gens et à des prix compétitifs. Parce que si vous chargez tout ça, ce n'est pas bon. Ce n'est plus accessible aux gens. Et la conséquence, c'est que c'est nous, les citoyens, qui payons l'ardoise. Vous avez appris que les ministres ne payent pas de facture. Donc, eux, ils ne peuvent pas comprendre ce dont on parle. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais nous, nous payons ces factures-là. Et nous payons sur beaucoup de choses. La taxe, tout ce qui est chose. Vous avez vu, il y a une arnaque qu'on appelle maintenant, et ils appellent ça quitus ou quoi sécurisé. C'est-à-dire, on vous dit qu'il y a un quitus, il y a un petit chose là qu'ils vont payer à l'OTR et que vous mettez sur l'eau, les boissons, tout ça là. Et donc, en réalité, toi tu vas à l'OTR, tu leur dis j'ai besoin de tel nombre, ils te donnent. Et tu viens, tu colles sur tes boissons, de l'eau et tout ça là. Donc, quand ils feront une visite inopinée dans ta boutique, s'ils trouvent qui n'ont pas l'étiquette là, tu es sanctionné. Mais maintenant, la communication est de dire que c'est un marquage sécurisé qui nous permet d'éviter les produits piratés et autres. Je ne vois pas comment est-ce que un quitus que moi-même je peux aller payer à l'OTR et venir coller sur les choses dans ma boutique. Comment est-ce que ça peut garantir que ce qu'on me vend est de la qualité et n'est pas contrefait? Non, il n'y a aucune garantie. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ça permet à l'OTR de ramasser des sous et de mettre en poche. Mais la vérité, c'est que ces sous-là, c'est sur vous et moi que ça pèse. Parce que ce n'est pas le commerçant. C'est nous qui payons l'addition finale. Même les quitus là, c'est nous qui payons pour ça. Donc l'eau sur laquelle nous prenons, le quitus est sur ça. Donc ça veut dire qu'on a payé aussi l'argent du quitus. Et donc c'est une chaîne qui se décupe à différents niveaux et nous met dans une sorte de fragilité financière. À la fin du mois, je me rappelle, il doit y avoir 2 ou 3 mois, j'ai fait une vidéo pour expliquer une magie. En partant du salaire d'un policier pour arriver à la fin du mois, s'il n'a pas d'enfant, il va déjà dans le négatif. Mais il fait une magie pour survivre. Donc ça veut dire que quelque part, il y a tout un système qui permet à d'autres qui savent que ça ne va pas, mais comme eux, ils ont les moyens pour pouvoir faire la pression sur d'autres, bon, ça ne leur dit rien. C'est la même chose pour les fonctionnaires dans tous les autres services. S'ils peuvent se faire corrompre, ils peuvent vous pousser à la corruption, eux, ils ajustent leur fin du mois et ils disent que tout va bien dans le pays. Alors qu'en réalité, ça ne va pas. C'est le pauvre qui paye la poisse dans tout ça. Et donc, ce sont là des réalités que nous devons comprendre et qui aussi nous amènent à comprendre que la confiance n'est plus là. Parce qu'aujourd'hui, ce que beaucoup ne disent pas, quand on dit que Faure Gnassingbé a fait 20 ans, durant les 20 ans de Faure Gnassingbé, il a changé plusieurs premiers ministres. Même si des ministres comme Bara ont fait 18 ans, on suppose au moins qu'il a au moins changé tout le monde. Et ça ne va pas. Alors, si en tant qu'entraîneur, ou même président, disons président d'un club, tu as changé les joueurs, ça n'a pas marché. Tu as changé d'entraîneur, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on a besoin de te crier qu'il faut changer de président pour que ça marche? Parce qu'en réalité, le problème, c'est au niveau du président. Oh, ce ne sont pas les... C'est la tête qui est malade. Il ne sert à rien aujourd'hui de passer notre temps à dire que ce sont les collaborateurs, les ministres qui ne sont pas à la hauteur. Parce que, je suppose, vous êtes ici, vos modos sont là. Si vos modos font un mauvais travail, c'est à vous de les rappeler à l'ordre. Mais si vous ne les rappelez pas à l'ordre, ça veut dire
alors ça veut dire que mais c'est vous. Et donc, c'est dans cette situation on est au point où aujourd'hui, les Togolais ont perdu tout espoir. Surtout quand on réussit une arnaque qui est celle de leur dire que les mêmes qui ont fait 20 ans en tant que président leur promettent dorénavant un bonheur infini parce qu'ils deviendront premier président du conseil. Ça, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Et ce qui est mauvais avec l'arnaque, plus c'est gros, ça s'accepte facilement. C'est-à-dire, ça s'accepte facilement. C'est comme une affaire où tu es là, tu as eu plusieurs femmes, elles n'ont jamais pu procréer, et soudainement tu dis, ah, c'est peut-être parce que la maison où j'étais est maudite, il faut que je change de maison pour pouvoir engrosser une femme. Donc, c'est un peu dans ça. Et quand vous le prenez sur le plan politique, vous comprendrez que c'est encore plus grave que ce qu'on voit. Donc, aujourd'hui, les Togolais, en réalité, dans cette arnaque qui leur a été vendue, on leur a promis un président du conseil à l'écoute. Depuis juin que les Togolais parlent, est-ce qu'ils ont écouté leur président du conseil? Est-ce qu'ils seront de l'ancien président de la République à qui ils avaient affaire? Pire, aujourd'hui, ce sont des ministres qui ne sont pas en activité, qui viennent parler. Quand lui, au moins, dans sa constitution de contrebande, est la seule institution gouvernementale, ne parle pas, ne s'adresse pas aux Togolais. Donc, je dirais à un ami que je sois en boubou ou bien que je sois en veste, je suis le même. Donc, rien ne à mon niveau. Donc, peu importe le titre, 20 années nous ont permis de nous convaincre que Faure Gnassingbé n'apportera aucune solution pour plusieurs raisons que lui-même connaît mieux. Et ce n'est pas en changeant aujourd'hui les choses que ça va changer. Justement, Papa Kadidja, quand il y a une crise dans un pays, on a l'habitude, je prends l'exemple du Togo, quand il y a une crise, il y en a qui disent non, il faut le chasser, il faut chasser le chef de l'État. Il y a d'autres qui disent non, il faut discuter avec lui, il faut dialoguer. Or, dans notre pays, il y a eu plusieurs dialogues, près d'une trentaine de dialogues qui n'ont jamais abouti. Ça n'a jamais abouti et c'est le chef de l'État qui est toujours là. Alors, je m'en vais vous poser la question. Donc, on dit souvent que discuter avec un régime autoritaire peut être un piège. Pourquoi, selon vous, ce dialogue ne mène-t-il pas toujours à de vrais changements? Oui, en tout cas, je dirais que vous avez déjà planté le décor parce que quand vous prenez le nombre de dialogues qu'il y a eu au Togo, Kodjo et tous ceux qui sont déjà passés là, ils pourront vous dire que peut-être qu'ils continuent encore les dialogues dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que il faut mettre en œuvre les choses. Moi, je ne vais pas aller dans le passé. Je vais rester sous Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé a pris l'initiative de l'accord politique global. Les recommandations de l'APG. Un matin, un de ces ministres qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais dont on se rappellera toujours, a dit que l'APG était caduque. Donc, c'est pour dire que la volonté politique n'a jamais été là. Ces dialogues ont été organisés juste pour calmer l'ardeur, pour démobiliser les mobilisations qu'il y avait. Quand vous prenez que ce soit l'APG, on l'a foutu quelque part, on est allé faire un fameux accord avec Gilles Christ Olympio, on a vu aussi ce qu'est cet accord. En 2017, on a essayé un certain dialogue
avec la C14, on a vu là où c'est allé. Donc, je dirais que